Alors, il y a 3 semaines de cela, le grand magazine de reportage américain National Geographic, fondé en 1888, a fait, sous la plume de sa rédactrice en chef, Suzanne Goldberg, son examen de conscience, c'est comme cela qu'elle l'a écrit dans ce journal, quant à la façon dont depuis plus d'un siècle, il avait décrit le monde, ce journal, et celles et ceux qui l'habitent. Né au moment où la colonisation était à son apogée, c'est ainsi que l'écrit le National Geographic, dans ce numéro, le National Geographic n'a pas organisé l'émancipation des préjugés que son autorité aurait permis d'organiser. C'est ainsi qu'il l'explique. Il a ainsi, en 1916, donc il y a un tout petit peu plus d'un siècle, présenté les aborigènes du sud de l'Australie comme des sauvages se classant parmi les moins intelligents des êtres humains. Alors, comment en est-on arrivé à classer en Europe les intelligences des autres, créant ainsi une hiérarchie des cultures et des civilisations? Comment, en retour, ceux qui voyaient arriver les autres aux portes de leur territoire, les Européens en particulier, mais d'autres populations aussi, en Inde ou en Chine, donc comment ont-ils pu percevoir l'intelligence de ces nouveaux arrivants? C'est ce que nous allons voir avec Béatrice Bougnol, qui est journaliste à la Croix, qui est notre partenaire sur cette opération, qui interrogera avec moi nos 3 invités du jour. Sanjay Subramaniam, que vous connaissez peut-être si vous étiez ici l'année dernière pour une autre journée donc, de Forum de France Culture. Il est professeur à UCLA, il est professeur invité au Collège de France. Et il a travaillé depuis longtemps sur la question des relations entre les populations indiennes, en particulier de l'Inde, mais aussi les populations européennes au moment de ce qu'on a appelé, et qu'on n'appelle plus aujourd'hui, les grandes découvertes. Et il publiera dans quelques jours, le 3 mai, l'Inde sous les yeux de l'Europe, qui est exactement au cœur de cette préoccupation qui nous rassemble aujourd'hui ici à la Sorbonne. Pierre Saint-Garavelou est également avec nous. Il est professeur à Paris 1. Il a coordonné récemment l'histoire du monde au XIXe siècle avec Sylvain Venère. C'est paru chez Fayard. Et il travaille depuis longtemps sur les sciences coloniales, ces sciences qui ont permis d'administrer les colonies depuis la métropole et depuis la France. Et enfin, nous avons la chance d'avoir également avec nous Anne Cheng, qui est professeure au Collège de France. Et elle est titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. Et je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, Anne Cheng, parce que dans votre cours de l'année dernière, c'était en 2017, vous avez consacré votre cours justement à la façon dont les Chinois, la civilisation chinoise, les Han en particulier, avaient pu percevoir le reste du monde, leur place dans le reste du monde, et en particulier leur relation avec ce qu'ils pouvaient appeler les barbares. Ça veut donc dire que nous n'avons pas le monopole en Europe de la considérer justement qu'il y a de l'autre côté d'une frontière, qui est évidemment une frontière mouvante, de considérer qu'il y a des barbares qui ne correspondent pas à nos critères, soit d'intelligence, soit de civilisation. Anne Cheng ? Oui, merci beaucoup d'abord de m'avoir convié à ce forum. Je trouve que c'est vraiment une idée formidable et je trouve aussi formidable de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Ce qui m'a poussé à m'intéresser au rapport de la Chine à l'autre, c'est précisément parce que j'en ai assez d'entendre actuellement parler de la centralité chinoise. On nous rebat les oreilles de cette Chine qui est en pleine montée en puissance, soi-disant. Et donc j'ai voulu regarder un petit peu ce que la civilisation chinoise a pu, comment elle a pu percevoir ce qui n'était pas elle, en remontant assez loin dans le passé. Et Dieu sait qu'en Chine, on peut remonter quand même assez loin, pas aussi loin qu'en Inde, mais enfin tout de même. Et donc, ce que j'ai pu percevoir, c'est que cette civilisation chinoise s'est considérée non seulement comme le centre du monde,
Ça, je dis toujours que c'est une banalité. Tout le monde se considère comme le centre du monde. Les Grecs l'ont fait, les Français le font, et donc les Chinois aussi. Donc on comprend que pour eux, la Chine, c'est le pays du milieu, le pays du centre. Mais ils ont fait mieux en se considérant comme tout simplement le monde, hein, tout ce qui est sous le ciel. Mais quand on pousse un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement de hiérarchisation de l'être civilisé par rapport au non civilisé sur des critères justement d'intelligence. Ce sont plutôt des critères de connaissance des rites. Pour les Chinois, celui qui n'est pas civilisé, c'est celui qui ne connaît pas les rites. Qui ne sait pas comment justement en fait se comporter dans la communauté humaine. Et par conséquent, les critères ne sont ni d'ordre ethnique, ni justement fondés sur des degrés d'intelligence, mais sur cette connaissance des rites. Béatrice Bougnol. Anne Cheng, vous commenciez par dire que vous en aviez un peu assez d'entendre parler de la centralité chinoise. Et effectivement, vous écrivez, vous soulignez bien comment la Chine a toujours été, alors du côté européen cette fois-ci, un objet à la fois d'attirance et à la fois de crainte, et notamment parce qu'elle représente ce que vous appelez l'autre pôle de l'expérience humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette pensée chinoise est si différente finalement de la pensée d'origine grecque dont nous sommes les héritiers? Vaste question. Hein, plusieurs journées de cours au Collège de France. Oui. Donc l'autre pôle, l'expression n'est pas de moi, mais je citais Simon Less, Pierre Ekmans. En réalité, j'ai eu l'occasion justement de réfléchir beaucoup sur cette question de la supposée altérité de la Chine, étant donné que, selon moi, je crois qu'il y a d'abord en fait un fond humain commun. Ça, c'est quelque chose qui relève d'une conviction profonde. Et donc, quand on invoque comme le discours officiel chinois le fait actuellement, quand on invoque l'altérité chinoise, c'est un alibi justement pour court-circuiter la construction du politique et du démocratique en Chine. Et donc, je relève toujours que les Chinois ne sont pas des Martiens, hein, et ce sont des êtres humains qui ont besoin de justice. Donc, en cela, je ne vois pas en quoi la Chine serait autre. Alors, cette altérité, elle nous vient essentiellement de la perception européenne de l'époque des Lumières, vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire, vous avez en gros, très rapidement, d'abord le mythe de la Chine philosophique, avec Voltaire, Leibniz, etc. Donc Confucius est considéré, selon les jésuites, comme le philosophe des Chinois. Je fais référence à la première traduction en latin d'un corpus confucien important, qui date de 1687. Donc ça, c'est le mythe de la Chine philosophique. Et ensuite, ce mythe est retourné complètement dans un autre mythe, c'est-à-dire le mythe du despotisme oriental, à partir évidemment du jugement de Montesquieu dans l'Esprit des lois, qui date de 1748. Donc à partir du milieu du XVIIIe siècle, vous avez un retournement complet justement de cette altérité. Donc, et à partir de là, la Chine est véritablement rejetée dans justement cette altérité despotique, non philosophique, et les choses évidemment s'aggravent au XIXe siècle avec le jugement de Hegel en particulier, qui rejette l'Orient et en particulier la Chine, donc dans le non philosophique. Et ça se termine par ce que M. Laurentin nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans un rejet carrément raciste de la Chine, non seulement en tant que race jaune, mais aussi en tant que race
qui pratique une langue et une écriture qui ne permet pas l'exercice philosophique, autrement dit, qui est contraire à la liberté. Et actuellement, donc, on voit réapparaître des relents justement de ce discours orientaliste qui est repris par, encore une fois, le discours officiel actuel. Qui trouve très commode justement de faire valoir ces caractéristiques chinoises, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin justement de passer par la construction de la démocratie. Sanjay Subrahmanyam, alors Han Chen disait à l'instant, il faudrait demander à Sanjay Subrahmanyam, parce que la culture et les cultures de l'Inde sont encore plus anciennes que les cultures de la Chine. Est-ce que dans ce que vous avez pu percevoir justement du regard porté par ceux qui vivaient donc très anciennement dans ce sous-continent indien sur les autres, il y avait cette question qui a été évoquée de hiérarchie des intelligences, ou est-ce que, comme en Chine, c'était la même chose, ça n'était pas cette question de l'intelligence qui était au cœur de la distinction que l'on pouvait faire entre ces populations et les populations qui se trouvaient ailleurs dans le monde, Sanjay Subrahmanyam? En fait, il faut revenir sur le fait que la pensée indienne aime classer et classifier. Et donc, le résultat, c'est que la façon de classer les autres, c'est dans une continuité de la classification interne qu'on fait en Inde. Et bon, ça c'est bien connu que parfois on l'appelle les systèmes de caste, même si caste c'est un mot tardif portugais. Mais si on remonte, disons, il y a 1800 ans ou un peu plus, il y avait des textes qui étaient produits, des textes où il y avait par exemple ces idées cosmogoniques, où on décrivait la création du premier homme, Purusha, et donc là, tout de suite, on classe la société indienne en disant que cet homme, on pouvait le diviser en 4 parties. Il y avait une partie de la société qui venait de sa tête, qui c'était les brahmanes, les autres qui appartenaient à ses bras, qui étaient les guerriers, les kshatriyas, les autres qui venaient de son ventre, et puis finalement les gens qui venaient de ses cuisses. Et donc vous voyez que si on classe comme ça, déjà on dit que l'intelligence appartient un peu plus à une certaine partie de la société qu'à d'autres. Donc tout d'abord, il y a ce problème, disons, à l'intérieur de la société indienne même. Et puis viennent les autres. Ce qu'on appellerait par des noms différents, les Mlecha ou les Huna, parce qu'on avait des rapports avec les uns et des gens comme ça. Et là, c'était une question, par exemple, de voir où placer ces gens de l'extérieur par rapport à ce classement qu'on avait à l'intérieur de la société. Hein. Et donc, comme c'était souvent des gens qui venaient dans des bonnes armées, etc., c'était normal de les placer, disons, plus ou moins au niveau des guerriers. On ne voyait pas forcément ces gens comme étant capables de remplir la fonction intellectuelle. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire vraiment qu'on est en train de classer, en train de dire que, par exemple, le paysan, celui qui vient des cuisses, il est moins intelligent? Ou est-ce qu'on est en train de dire que c'est un autre type d'intelligence? Est-ce que ça serait, par exemple, l'intelligence des brahmanes a plus à voir avec la mémoire, avec la mémorisation, avec le savoir textuel, tandis qu'il y a un autre type d'intelligence, par exemple, qui passe par les mains, l'intelligence des artisans. Il y a un prix qui est remis chaque année par la Fondation Bettencourt qui s'appelle, je crois, le prix de l'intelligence de la main, ces temps-ci en France. Donc effectivement, c'est assez proche de ce que vous êtes en train de montrer. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense qu'il y a ça en commun entre l'Inde et la Chine. Je ne pense pas qu'il y avait un schéma très général au point de départ pour classer les autres tout simplement en disant ils sont soit plus intelligents, soit moins intelligents que nous, et ainsi de suite. Pierre Singaravelou. Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le schéma que décrit Sanjay Subrahmanyam de la classification traditionnelle hindoue en castes et donc en 4 varnas que vous évoquiez à l'instant, le terme de varna désigne la couleur, entre autres. Et donc il y a quand même un dégradé de couleur du plus clair au plus foncé, du brahman, qui est quasiment blanc, jusqu'aux populations hors caste et tribales qui sont très foncées, ou en principe très foncées, puisqu'il y a eu évidemment des métissages. Et donc il
il y a quand même une corrélation traditionnellement entre l'intelligence et la couleur de la peau. Pas tout à fait, non. Parce qu'en fait, c'est pas clair. Pour moi, par exemple, je ne dirais pas qu'on a l'idée que le kshatriya, par exemple, il est plus foncé que le brahman. Non. C'est une autre couleur. Vous avez raison quand vous parlez des deux extrêmes. Mais ce qui est au milieu, ce n'est pas si clair que ça. Béatrice Bougnol. Oui, Sanjay Subrahmanyam, ceux qui ont des catégories en tête, ce sont aussi les Britanniques. Vous avez bien montré comment la rencontre, notamment avec l'Inde, a pu modifier, changer la société britannique. En quoi finalement cette rencontre a modifié la manière de voir le monde de la société des Britanniques? Est-ce qu'on peut comprendre comment finalement les cadres d'intelligibilité du monde ont été changés par cette rencontre? Oui, vous savez que c'était très à la mode il y a 20 ans ou 25 ans, surtout aux États-Unis, de dire que la façon dont les Britanniques voyaient l'Inde et classifiaient les gens était inventée de toutes pièces. C'était ce qu'on appelait parfois la position constructiviste. Moi, je ne crois pas à ça et je pense que maintenant, la plupart des gens ont plus ou moins rejeté cette position. C'est-à-dire, donc finalement, les Britanniques ont appris, ont compris aussi un certain nombre de choses, mais par la suite, ils ont soit consciemment, soit inconsciemment détourné ces façons de penser à l'intérieur de l'Inde. Donc, par exemple, pour eux, finalement, l'idée de caste progressivement devient quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la race. Ce qui n'était pas le cas au point de départ. Puis, par exemple, il y a toute cette question de chercher les aborigènes en Inde par rapport à ce qu'on appelait la théorie de l'invasion aryenne. Donc, l'idée étant qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un peu bizarrement en Inde des tribus. Donc, il y a les castes et puis les tribus. On dit que même le mot, le néologisme qu'on utilise en hindi aujourd'hui, qui est Adivasi, ça veut dire exactement aborigène. C'est comme le mot Orang Asli qu'on utilise en Malaisie. Ce sont des traductions. Et donc, du coup, je pense que ce système de classement développé par les Britanniques au XIXe siècle, dans un monde où la pensée raciale était devenue la pensée dominante, ce qui n'était absolument pas le cas, même en Europe, je dirais, au XVIIe ou au XVIe siècle, a finalement donné lieu à un glissement plutôt qu'une invention totale. Donc, je verrais ça comme un glissement ou une façon de redéployer des données plutôt que d'inventer de toutes pièces. Pierre Sagarvelou, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle les sciences coloniales et la façon dont elles se sont progressivement imposées. On a entendu tout à l'heure Anh Cheng nous évoquer Montesquieu, évoquer le XVIIIe siècle. C'est aussi le moment où on commence à classer les espèces animales, à classer les espèces végétales. Et donc, il y a cette idée du classement dont Sanjay Subrahmanyam nous disait tout à l'heure qu'elle était inhérente à la société indienne avec d'autres critères que les critères européens, qui va progressivement se mettre en place. Pourtant, les Européens sont sortis de leur univers à partir du XVe siècle. Il a fallu un long temps pour que progressivement on mette en place justement ces critères de classification et en particulier de classification dont je parlais en ouverture de cette émission, classification des intelligences des autres en classant les cultures, les civilisations selon qu'elles étaient, disons, des civilisations primaires qui n'avaient pas évolué, qui n'avaient pas bougé depuis l'origine des temps et des civilisations dont la civilisation chinoise ou certaines civilisations du sous-continent indien qui étaient considérées comme des civilisations brillantes qui pouvaient à un moment ou à un autre, dialoguer avec les civilisations et les cultures européennes, Pierre Sagarvelou. Oui, en fait, l'intelligence, vous l'avez dit, c'est une idée relativement neuve en Europe. C'est-à-dire l'idée que c'est une qualité qui est quantifiable et héréditaire, ça apparaît peut-être, disons, vous l'avez dit, au XVIIIe siècle avec Linné, ce naturaliste suédois, et puis c'est formalisé seulement, disons, en France, en Angleterre, en Allemagne, au milieu du XIXe siècle. Auparavant, dans les relations de voyage des Européens, notamment en Asie, à partir du XIIIe siècle, Guillaume de Rubruck, Marco Polo, Nicolas Conti au XVe, évidemment les jésuites en Chine et ailleurs,
nourrissent tous une forme de fascination à l'égard des civilisations asiatiques. Et finalement, c'est Linné qui alors instaure d'abord l'idée que la race peut être appliquée à l'homme, et donc classifie non seulement les minéraux, les végétaux, les animaux, mais aussi les humains. C'est le premier à considérer que l'Homo sapiens peut être divisé en 5 catégories, l'Asiaticus, l'Africanus, l'Americanus. Alors il y a le Monstrosus aussi, hein, qui réunit l'ensemble des catégories hors normes avec le crétin des Alpes, Oui. qui va avoir une Il y a un importante. article dans le magazine L'Histoire, qui est notre partenaire de ce mois-ci, qui vient de sortir sur le crétin des Alpes, signé Antoine Debac. Et donc Linné est très important pour la suite parce que c'est le premier, donc c'est dans un ouvrage de 1735, Systema Naturae, où il associe à chaque race des qualités spécifiques et une couleur de peau. Donc les Americanus sont rouges et sont plutôt colériques. Les Africanus sont noirs et sont indolents. Les Europeanus sont beaucoup de qualités, vous l'imaginez, ils sont audacieux, musclés, curieux, etc. Et intelligents. Et intelligent, bien sûr. Et donc, à partir de là, Linné va influencer toute une série de penseurs qui vont systématiser cette classification, développer une pensée racialiste puis raciste. C'est le cas de Gobineau, qui en 1855 publie plutôt son essai sur l'inégalité des races humaines, et qui systématise cette hiérarchie, et puis va inspirer toute une série de pseudo-sciences. Parce qu'il y a là un moment très intéressant dans ce second 19e siècle où se développent à la fois les sciences humaines telles que nous les connaissons, la psychologie, l'histoire s'institutionnalise, l'anthropologie, la géographie, l'anthropologie, etc. Et puis parallèlement des pseudosciences que nous jugeons a posteriori évidemment comme pseudosciences parce qu'elles se fondent sur des postulats qui nous paraissent totalement baroques aujourd'hui, comme la craniologie ou la phrénologie, qui sont des sciences des crânes, de l'intelligence, qui considère qu'il faut comparer et hiérarchiser les humains en fonction de la taille du crâne ou du volume du cerveau. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment nous nous inscrivons dans l'expansion coloniale, mais pas seulement, parce que ça correspond aussi plus simplement au cadre de la domination masculine. Gobineau, dont je parlais tout à l'heure, considère que la taille du cerveau des femmes, à la suite de son maître Broca, est beaucoup plus petite que celle des hommes, et donc il en infère le fait qu'elles sont moins intelligentes. Béatrice Bougnol. Oui, Pierre Ségara-Vellou, ce que vous montrez bien, c'est comment effectivement toutes ces classifications, en fait, ces sciences et pseudosciences, comme vous le dites, européennes, vont finalement être aussi un empêchement pour les colons de percevoir les formes d'opposition, les formes de résistance, de contournement, donc finalement d'intelligence de la situation, qui vont se développer du côté des populations colonisées. Donc en fait, finalement, on peut presque se demander si ces classifications ou pseudo-classifications scientifiques vont finalement être un empêchement à voir l'intelligence de l'autre et si ça ne va pas fragiliser en premier les empires, en fait, de ne pas voir cette intelligence de l'autre côté. Oui, elles font obstacle à terme à l'intelligence de l'autre, mais en même temps, il faut quand même préciser qu'elles ont une dimension utilitaire. Ces sciences coloniales, elles sont enseignées ici même, à partir des années 1880 à la Sorbonne. Il y a des chaires d'histoire coloniale, de géographie coloniale, au Collège de France également, une grande chaire d'histoire coloniale puis d'histoire de la colonisation. Et disons que ces savoirs inspirent de nouvelles pratiques coloniales, de nouvelles politiques coloniales, notamment la politique des races, qui permet, notamment, alors cette politique des races, elle a été adoptée par tous les colonisateurs occidentaux dans la seconde moitié du 19e siècle. Elle permet aux colonisateurs de s'appuyer sur un certain nombre de minorités identifiées comme des races pour contrôler la majorité. Alors, Berbères contre Arabes. Les Berbères contre les Arabes, les Tutsis contre les Hutus, les races martiales précisément en Inde à partir de la révolte dite des Sipais en 1857, où les Britanniques s'appuient prioritairement sur les Gourkhas, les Sikhs, les Jats, contre, par exemple, les Bengalis, qui vont être à partir de ce moment-là féminisés dans les différents discours coloniaux, alors qu'on va louer la virilité de ces minorités ethniques, entre guillemets, dans le sous-continent. Sanjay Subrahmanyam. Oui, en fait, pour rebondir dans le même sens, ce qui est intéressant, donc, c'est que progressivement, on se méfie des gens intelligents
dans le cadre des colonies. Donc, par exemple, si on joue sur cet effet que ça a, donc à partir de 1857 ou 58 en Inde, les Bengalis sont rejetés parce que, comme ils sont trop intelligents, ils sont aussi considérés comme peu fiables. Et on préfère des gens plus stupides, mais plus fiables. Hein? Ce que devient, en fin de compte, une espèce de stéréotype durable. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez au Bengali lambda, et la première chose qu'il va vous sortir, c'est que nous sommes les gens les plus intelligents en Inde. Et comment est-ce qu'on sait ça? Par la science coloniale. Hein? Donc, en fait, c'est quelque chose qui a eu un effet assez intéressant, même pour diviser, pour mieux régner, bien sûr, mais ça reste une idée forte et qui a pris des racines. Et comment, Han Sheng, cette fascination dont parlait tout à l'heure Pierre Singaravellu, des premiers voyageurs et premiers missionnaires européens pour la Chine, par exemple, Matteo Ricci et tous ceux qui tentent de gagner et qui finissent par gagner justement la cour de l'empereur à un moment ou à un autre, comment cette fascination pour cette culture et cette civilisation se retourne-t-elle justement dans ce 19e siècle dont vous parliez tout à l'heure en autre chose, en considérant effectivement que ça n'est pas une culture aussi importante que cela, ça n'est pas une civilisation aussi importante que cela, et qu'on peut se permettre de faire avec la culture et la civilisation chinoise ce qu'on s'est permis en Afrique ou ailleurs, c'est-à-dire aller piller les temples et rentrer dans les cités sacrées de cette culture et cette civilisation chinoise. Han Sheng, comment ça se passe, ce glissement entre une sorte de montée au pinacle de la culture chinoise et puis ensuite ce rejet? Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai développé dans un de mes cours au Collège de France, parce qu'effectivement il y a un renversement spectaculaire là, et qui en plus se joue en un temps assez bref, oui. C'est-à-dire en quelques décennies, au tournant du 18e, 19e siècle. Donc, on peut dire que effectivement, les premiers missionnaires rapportent justement leur impression concernant ce qu'ils voient en Chine. Et ce qui les frappe, c'est qu'ils disent, enfin, les gens sont blancs. Ils disent pas jaune, ils sont blancs, et ils mangent assis à table. Donc ça, c'est vraiment les premières choses qui les frappent. Bon, ensuite, les jésuites, évidemment, rajoutent une couche, enfin, en disant que Confucius, finalement, c'est un philosophe au même titre que Platon et Aristote. Et alors, comment se fait-il que quelques décennies plus tard, peu après la mort de Voltaire, vous avez donc ce début de retournement. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a d'abord cette introduction de l'idée du despotisme oriental, et ensuite vous avez au XIXe siècle ce qui se passe en Europe, c'est au fond une détermination d'identité de l'Europe qui se fait sur la pratique de la philosophie comme une pratique professionnelle à l'intérieur de nouvelles institutions académiques. Nous y sommes, au milieu de la Sorbonne, c'est une université de type moderne en Europe. Donc la philosophie devient une pratique professionnelle donc, et institutionnalisée, et elle définit également le cœur de l'identité européenne. Dans la mesure où la philosophie, on décrète qu'elle est née en Grèce. Donc je rappelle que Hegel commençait tous ses cours en disant que la philosophie est d'abord grecque et ensuite germanique. Donc ici, vous avez un début de classement, et ce qui frappe, bien sûr, c'est que pour classer, il faut être en surplomb. On ne peut pas classer quand on est in medias res, au milieu des choses. Il faut avoir cette position de surplomb que se donne donc l'Europe, qui devient de plus en plus conquérante et coloniale. Et à la fin du 19e siècle, vous avez une classification, alors non seulement des plantes, des animaux, mais Pierre Singaravellu l'a rappelé aussi des humains. On a commencé tout à l'heure par une référence à 1885. 1885, c'est aussi
l'année où à Chicago se réunit donc le premier congrès mondial des religions. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître tous ces ismes qui nous encombrent encore à l'heure actuelle. Donc en Inde, on a l'hindouisme, en Chine, on a le confucianisme. Tout ça, ce sont des inventions qui sont faites pour être calquées sur le modèle du christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui fait référence à un personnage qui s'appelle le Christ. Et donc, de la même façon, vous avez le confucianisme, qui est une religion qui se réfère à ce personnage de Confucius, etc. Alors qu'en chinois, vous n'avez pas l'équivalent de ce terme. Donc, c'est une pure invention, mais qui répond à un besoin de classification. Béatrice Bougnol. Oui, peut-être que justement, là encore, on rate la spécificité de la pensée chinoise. Vous venez de dire, effectivement, vous montrez bien comment se met en place l'opposition entre une philosophie qui n'est que grecque et une pensée chinoise qui, du coup, va être l'objet d'une classification péjorative. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la distinction, justement? Qu'est-ce qui fait que du côté de la pensée chinoise, il me semble que vous dites c'est une pensée cumulative qui est donc très différent de la pensée dialectique qui va s'imposer comme la pensée philosophique en Europe. Elle est plus du côté finalement du mieux vivre, du savoir mieux vivre que du savoir mieux raisonner, cette pensée-là. Disons que moi, j'aurais tendance à résister un petit peu à toutes ces raisonnements un petit peu essentialistes, parce que du coup, on retombe effectivement dans une approche un petit peu orientaliste. L'histoire intellectuelle de la Chine, elle couvre quand même un minimum de 2500 ans, je pense. Donc, c'est quand même, c'est difficile de dire que la pensée chinoise est comme ci ou comme ça. Enfin, je veux dire, bon, tout dépend un petit peu de la période que vous considérez. Les débats en Chine évoluent comme partout ailleurs, et je pense qu'il faudrait une fois pour toutes se débarrasser de l'idée justement de la Chine comme empire immobile, qui est absolument en fait une impossibilité du point de vue anthropologique. Donc c'est d'ailleurs une des questions que vous posez dans vos travaux sur les sciences coloniales, Pierre Singaravelou, c'est que pour disqualifier l'autre d'une certaine façon, les Européens vont mettre en place des critères qui montrent qu'ils ont évolué, et d'ailleurs on va créer des catégories. Dans les populations africaines, par exemple, il y aura, au bout d'un certain temps, les évolués. Donc il y a des gens qui peuvent évoluer, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas évoluer, c'est-à-dire ceux dont vous dites dans votre travail sur la question des sciences coloniales, j'avais noté une formidable formule dans laquelle un professeur en 1888, je crois d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, réfléchit et se dit par exemple qu'au Maghreb, eh bien, ils sont comme ils ont toujours été, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution possible. Ils sont comme à l'aube des temps, les aborigènes sont comme à l'aube des temps, certaines populations africaines. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on considère que là où les Européens ont décollé, ont changé, les autres n'ont pas changé du tout. Oui. En fait, il y a plusieurs formes de racialisme qui se développent à partir du milieu du 19e siècle, et notamment en France, avec des formes de racialisme. Alors là, en l'occurrence, de racisme extrémiste, si je puis dire, si le racisme peut être extrémiste, c'est-à-dire de type purificateur, avec Gustave Le Bon, Vacher de la Pouge, etc. Et puis à l'opposé, un racisme républicain, un racialisme républicain qui considère, et j'en viens à votre question, que eh bien, les primitifs, entre guillemets, les populations autochtones, les populations indigènes, peuvent évoluer sous la tutelle bienveillante, la férule bienveillante des colonisateurs français, et notamment lorsqu'ils sont républicains et qu'ils, grâce à la mission civilisatrice, peuvent apporter exactement, grâce à l'école,
peuvent faire évoluer ces populations. Donc en fait, on voit bien qu'au cœur même du paradigme colonial républicain, eh bien, cette idée de race est très importante, mais il y a une lutte au sein des élites françaises entre différentes définitions de ce qu'est la race et de la capacité d'évolution et de progrès de chaque population. Sanjay Subramaniam. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut souligner dans ces débats du 19e siècle et du 20e siècle, c'est-à-dire, à part la question de classer ou de hiérarchiser en termes d'intelligence, disons d'une façon quantitative, il y a aussi des distinctions qualitatives qu'on fait. Par exemple, pour moi, l'idée d'une intelligence novatrice et une intelligence qui serait essentiellement imitative. Ça, c'est une distinction assez importante parce que, à partir de ça, on peut construire des schémas historiques. Comme par exemple, on peut dire les gens en Inde ancienne étaient très intelligents, mais aussi c'était une intelligence novatrice. Puis, à partir d'un certain moment, ils cessent d'avoir cette capacité d'innover. Et ils restent intelligents, mais ça devient une espèce d'intelligence répétitive où on fait exactement la même chose X fois. Exactement la même chose qu'on dit, par exemple, sur l'islam. Donc, il y avait jusqu'au moment quand, comme on dit, la porte de l'ijtihad était ouverte. On pouvait donc innover. Puis, disons, après la fin des Abbassides, tout est fini, il n'y a plus d'innovation. Ce n'est pas comme si, du coup, les musulmans deviennent stupides, non, mais ils adoptent un autre type d'intelligence. Donc ça, pour moi, c'est intéressant parce que ce n'est pas un raisonnement en termes de, disons... De haut et de bas, mais c'est plutôt en termes de type d'intelligence. Et donc, par exemple, c'est le genre de choses qu'on disait même dans les années 60 ou 70. Les Japonais ne sont pas capables vraiment d'innover, mais ils peuvent copier. Ah oui, le système Toyota, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc c'était exactement le même type de raisonnement. Jamais on verra de l'Asie des innovations, mais plutôt, dès qu'on leur donne quelque chose, ils peuvent courir avec. Anh Cheng, sur ce point. Oui, curieusement, ce que vient de dire Sanjay Subramaniam peut s'appliquer à l'identique à la Chine. C'est-à-dire que, effectivement, les missionnaires, comme on le disait tout à l'heure, ont eu l'impression de trouver une civilisation brillante, même égale à la leur, ou même éventuellement supérieure. Mais immédiatement après, et c'est là que justement intervient cette idée de schéma historique. Comme on ne peut pas se défaire complètement de cette idée, on dit que après la civilisation chinoise a connu une stagnation. Et donc la grande question maintenant qui nous agite encore et qui agite encore les esprits des scientifiques, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu en Chine une révolution scientifique comme en Europe? Alors c'est Kenneth Pomeranz, par exemple. Pomeranz ou avant lui Joseph Needham. Enfin, donc là, on est encore une fois encombré par ce genre de questions. Et actuellement, les Chinois connaissent le même sort que les Japonais il y a quelques décennies. C'est-à-dire que maintenant, les Chinois sont crédités effectivement d'une capacité d'imitation. Ils sont capables de... On disait les Japonais, c'est des fabricants de transistors. Et maintenant, c'est un jugement qui est reporté sur la Chine. Vous voulez dire qu'on est encore encombré par ces schémas mentaux, ces histoires des civilisations, parce que tout compte fait, le 19e siècle et le 20e siècle sont pleins, tous les deux, d'histoires des civilisations qui passent leur temps à comparer d'une certaine façon. Et c'est ce que vous dites pour la Chine, on est encore encombré par cela, c'est ça, Anh Cheng? Oui, tout à fait. Oui. Pierre Singaravello? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Ce qui est assez drôle en vous écoutant, c'est qu'on se rend compte que cette question de l'intelligence et de la mesure de l'intelligence qui a obsédé les Occidentaux pendant plus d'un siècle, au point qu'ils ont mis en place toute une série d'échelles de mesure jusqu'au QI. On va en parler tout à l'heure. C'est Alfred Binet. Bon, et que ça se retourne aujourd'hui contre les Européens, puisque précisément ces Chinois dont on disait qu'ils étaient doués pour l'imitation, eh bien, se classent aujourd'hui au top du classement du QI mondial avec les Hongkongais, les Singapouriens, les Chinois, les Coréens, les Japonais, alors que les Européens dégringolent dans ces classements. Et que ce classement a été fait pour hausser les Européens en haut de l'échelle. Précisément, oui. Béatrice Bougnol.
Oui, cette capacité d'innovation, Pierre Cigarra-Velloux, c'est ce que vous avez essayé de rechercher dans l'étude des empires coloniaux que vous avez pu mener, et notamment d'ailleurs dans une ville, Tianjin, qui en 1900 concentre pas moins de 10 puissances impériales, je crois. Et vous vous êtes intéressé, pour décentrer en fait le point de vue européen, aux capacités d'action des populations chinoises à ce moment-là, dans un contexte effectivement de soumission à des puissances impériales. Comment on étudie malgré tout les capacités d'action, d'innovation, d'invention des populations en situation de colonisation? Alors, comment on l'étudie? Vaste question. Moi, en l'occurrence, concernant ce gouvernement international provisoire, qui est une espèce d'ONU ou de SDN avant la SDN, fondée en 1900 par les grandes puissances du monde, qui se retrouvent en Chine pour réprimer la révolte des boxeurs. Eh bien, c'était assez simple, c'est que les archives chinoises sont interdites à toute consultation pour l'instant, et il se trouve que la seule façon de restituer le point de vue des Chinois, et en l'occurrence des élites chinoises, des notables chinois, y compris dans les villages de cette région, c'était de retrouver leurs paroles au travers des milliers de pétitions rédigées par ces notables, traduites ensuite par les services du gouvernement international provisoire, qui s'inspiraient des recommandations, des plaintes formulées par ces élites villageoises pour élaborer une politique, des politiques publiques pendant ces 2 années. Donc ça passe par cette opération de traduction, et donc nous avons retrouvé ces milliers de pétitions qui permettent alors de restituer les capacités d'innovation de ces élites chinoises qui, par exemple, poussent le gouvernement à instaurer des mesures environnementales, poussent le gouvernement étranger, militaire, des Français, des Britanniques, des Japonais, des Russes, à interdire de couper les arbres, à cesser d'assécher les marais. Donc vous avez ces premières mesures environnementales qui ne sont pas du tout le fait des civilisateurs étrangers, mais plutôt qui relèvent d'une demande locale. Sanjay Subrahmanyam. Et en fait, par exemple, dans le cas indien, où on a essayé d'étudier cette question, par exemple, de la résistance ou des capacités de détournement, il y a un schéma qui est devenu assez rapidement connu, surtout pour revenir au Bengale. Et celui qui l'a étudié le plus, c'est le savant indien Partha Chatterjee. L'idée étant là, et là encore, c'est une autre façon de classer l'intelligence. Là, on disait que l'intelligence britannique, c'est une intelligence masculine. Mm-hmm. Et donc, nous, ce qu'on va garder pour nous, c'est l'intelligence féminine. Et on faisait cette espèce de classement pour dire l'intelligence masculine est extravertie. Il essaie de dominer la place publique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de garder pour nous. Donc, ce n'est pas que les femmes indiennes, mais en fait, tous les Indiens vont insister beaucoup plus sur l'aspect de l'intelligence féminine, qui serait donc une intelligence émotionnelle, un autre type d'intelligence. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de prendre les stéréotypes des autres et de détourner ces stéréotypes d'une certaine façon pour construire à partir de ça même une espèce d'idéologie nationaliste. Mais là encore, c'est une autre façon de penser l'intelligence qui ne serait pas tout simplement en termes de hiérarchie, mais en termes de façon de classer par opposition. Bien sûr, c'est toujours une espèce de pensée binaire, mais néanmoins, c'est curieux que ça existe et ça reste assez fort dans certains cercles en Inde. Vous expliquez dans votre histoire de la pensée chinoise, Han Cheng, par exemple, que cette arrivée des Européens avec leur mode de classification au milieu du 19e siècle, cette entrée par fracas dans la Chine en demandant des droits, avec les guerres de l'opium en particulier, a conduit certains intellectuels de cette même Chine à dire, et en particulier Wei Yuan, je crois que c'est comme cela qu'on dit, dans son mémoire illustré sur les pays d'outre-mer, à dire tout compte fait, ils sont en train de rentrer chez nous. Il va falloir faire une chose, il va falloir les combattre avec leurs propres armes, donc avec leur propre mode de pensée d'une certaine façon, et mater les barbares par les barbares eux-mêmes, dites-vous, Han Cheng. C'est très intéressant d'imaginer effectivement qu'on va utiliser l'outil de celui qui veut vous coloniser pour pouvoir le retourner contre lui-même.
Oui, ça c'est une formule canonique classique en réalité. Wei Yuan était un réformateur, mais aussi un lettré confucéen, et donc là il cite une formule qui date de l'Antiquité. Hein, donc les Chinois ont toujours fait ça. Hein, mais face effectivement à cette intrusion européenne, effectivement, là, les élites chinoises ont mis quand même un certain temps avant d'intégrer le fait que ces barbares venus de l'extérieur non seulement avaient une supériorité technologique, mais également une supériorité, disons, intellectuelle, précisément. Hein. Parce qu'au début, on a essayé justement de s'accommoder de cette intrusion en disant, bon, on va leur emprunter leur technologie, mais on garde notre cœur de civilisation chinoise. Et peu à peu, en fait, cette confiance absolue dans le cœur de cette civilisation chinoise commence à s'effriter. Et là, on commence justement, par la médiation japonaise, à intégrer justement la philosophie, la religion, donc au sens européen. Mais je profite justement de l'occasion pour ajouter quand même une petite remarque. Pierre Singaravellu rappelait justement quelles étaient les puissances, non pas impériales, mais impérialistes, qui étaient présentes en Chine et qui ont exigé donc toutes ces concessions. Et je rappellerai que parmi ces puissances, il y avait bien sûr toutes les puissances européennes, mais également les Japonais. Hein. Donc là, quand on parle de la race jaune avec son arriération, etc., de quoi parle-t-on? Parce que en fait, est-ce que les Japonais sont moins jaunes que les Chinois? Ça se discute. Donc je dis toujours que quand on parle d'Orient et d'Occident, il faut toujours préciser de quoi on parle. Enfin. Oui, parmi ces ruses de l'intelligence Sanjay Subrahmanyam, il y a ce que vous nous disiez avant de monter sur scène ici dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est que les Européens, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Singaravellu, inventent des classifications d'intelligence, et en particulier ce fameux QI, mais aussi tout un tas d'autres manières de se dire, eh bien, on est au sommet de la hiérarchie, on est au sommet de la pyramide, et on peut regarder, comme le disait tout à l'heure très justement Han Sheng, tous les autres du haut. Et donc, à partir de ce moment-là, faire descendre tranquillement notre regard vers ceux qui sont en bas de la pyramide et les aborigènes dont on parlait au début de cette émission. Évidemment, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que ces méthodes de classification, ces objets autour du QI sont adaptables et ont été intégrés par bien de ces populations et de ces cultures et de ces civilisations dont on pensait auparavant qu'elles n'étaient pas capables de les gagner. Oui, ça a été dit d'ailleurs qu'en Inde, par exemple, on a une obsession avec ce qu'on appelle le Guinness Book of Records. Oui, le Guinness. Oui, le Guinness. Et donc, y compris l'intelligence, mais c'est pour n'importe quoi. C'est pour faire pousser les ongles les plus grands dans le monde, la barbe la plus grande. Oui, vous inquiétez pas, on fait les plus grandes paellas de France ou d'Europe. Mais en fait, du coup, pas seulement en Inde, mais dans le cadre de la diaspora indienne, par exemple aux États-Unis, maintenant, il y a des gens qui se sont mis vraiment à faire la conquête de tous ces schémas, donc pour maîtriser comment faire le truc de QI, de Mensa, ou même il y a cette chose qui s'appelle le spelling bee aux États-Unis à la télévision, où il faut épeler les mots, et on a des enfants de 9 ans, 10 ans qui font ça, et les derniers 15 ans, c'est 12 fois, c'est les Indiens qui ont gagné. C'est un peu absurde. Ce qui démontre que, en fait, ils ont pris ça comme un système, une espèce de jeu. Et vous savez que l'Inde gagne peut-être 2 médailles ou 3 chaque fois dans les Jeux Olympiques, pas plus. Mais pour ce genre de choses, en fait, on voit que c'est un système adaptatif. Ce n'est pas du tout un système, disons, une donnée naturelle, c'est autre chose. Béatrice Bougnol.
Oui, si on parle de nos cadres d'intelligibilité du monde actuel, Sanjay Subrahmanyam, vous avez mis au point ce qu'on a appelé l'histoire connectée. Pierre Ségaravelou, vous venez de publier un ouvrage sur l'histoire du monde au XIXe siècle. Tous ces efforts actuels des historiens visent quand même à déplacer effectivement les points de vue, à finalement changer nos outils intellectuels pour aborder notamment l'histoire coloniale. Est-ce que finalement il faut qu'on ait des outils conceptuels différents aujourd'hui en histoire pour pouvoir aborder justement les capacités d'action des populations colonisées, par exemple? Est-ce que les concepts Sanjay Subrahmanyam que vous mettez en avant de rencontres, d'interaction, sont les outils finalement de l'intelligence historienne dont on a besoin aujourd'hui pour écrire une autre histoire? Pierre? Disons que le premier réflexe, c'est je pense celui qui a été le vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'historien ou sociologue ou praticien des sciences sociales, d'historiciser les questions qui se posent à nous et les objets qui nous sont proposés. En l'occurrence, l'intelligence n'a pas d'histoire. L'intelligence, nous avons du mal à la définir. Il y a une histoire de la mesure de l'intelligence, ça existe. Et en l'occurrence, notre rôle, c'est d'historiciser ces notions, tout simplement pour les dénaturaliser, parce que comme cela a été dit par Sanjay Subrahmanyam, l'intelligence aujourd'hui constitue un enjeu pour les élites du monde entier qui assoient leur domination, disons, sociale sur le reste de la société, précisément sur ce transfert de capital culturel qui est au cœur de la reproduction sociale et qui, comme il est incorporé, eh bien, il devient inné, il est naturalisé. Et le rôle de l'historien, c'est d'expliquer que l'intelligence est tout sauf naturelle. Sanjay Subrahmanyam et puis Anh Cheng pour conclure. En fait, c'est intéressant de voir qu'il y a deux positions assez opposées sur le marché. Donc, peut-être la première position est peut-être plus répandue aux États-Unis qu'ici. C'est la position des gens comme Daniel Smail qui ont essayé maintenant de faire comme si l'histoire c'était une espèce de version appliquée de la neurobiologie. Donc, on prend la science de la neurobiologie, on explique l'histoire avec ça. Comme si donc on a des outils de genre universels qu'on peut appliquer à n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Et ça a eu un certain succès aux États-Unis. Je ne pense pas que ça a été tellement reçu en France pour l'instant au moins. Et de l'autre côté, on a, disons, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, en histoire des sciences, et ailleurs, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que d'intégrer l'histoire culturelle avec, disons, l'histoire matérielle, de faire en sorte qu'on ne pense pas que les catégories qu'on utilise sont des catégories données, on pense qu'ils ont des histoires, et il faut reconstituer ces histoires, etc. Donc là, c'est vraiment l'opposé de la démarche calquée sur les démarches scientifiques de sciences dures. Voilà, qui comme point de départ les sciences dures, que sont les vraies sciences, et puis nous, on vient un peu comme des femmes de chambre après pour nettoyer, quoi. Anh Cheng, sur cette question et sur cette évolution récente. Oui, donc en écoutant la question de Béatrice Bougnol tout à l'heure, je me disais au fond qu'actuellement l'enjeu de l'intelligence se comprend en termes de ce qu'on appelle en anglais agency, enfin la capacité d'agir, enfin la capacité de s'assumer comme sujet de son action, de ses décisions. Et donc actuellement, je crois que nous avons malheureusement une réduction en fait de la notion d'intelligence. Maintenant, on parle même maintenant d'intelligence artificielle. Quelquefois, on se demande si c'est pas de la bêtise artificielle. Enfin, bon, on en parlera dans les autres émissions d'aujourd'hui. Enfin, bon, mais en tout cas, disons que là, il y a vraiment une réduction justement de l'intelligence, de ces lieux d'action.
on a tendance à réduire l'intelligence maintenant justement à cette institution dont je parlais tout à l'heure, des universités. Et actuellement, donc, la Chine reprend la main, justement, reprend son agency en imposant au monde entier le classement de Shanghai. Oui. Qui était un classement d'intelligence. Enfin, oui, un classement d'intelligence. Et le Collège de France est très content de s'apercevoir qu'il est au 19e rang du classement de Shanghai, parce que le Collège de France ne répond à aucun critère justement de ce classement. Eh bien, merci, c'était une très belle conclusion. Merci à vous, Anh Cheng, merci Sanjay Subrahmanyam, Pierre Singaravelou et Béatrice Bougnol. Nous avons le temps de prendre 2 ou 3 questions, pas beaucoup plus, avant que nous laissions la place à nos amis des chemins de la philosophie. Est-ce que... Oui, j'ai une main qui se lève. C'est au plus rapide d'y arriver. Attendez, on a un micro qui vous est passé. Très rapidement, on répondra rapidement aussi à vos questions. Oui, alors très rapidement, autour de 1200, l'école de Chartres disait « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Alors je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nains. Et je voudrais savoir votre avis. Et puis deuxième chose, juste le Canada est tiraillé entre l'Est et l'Ouest pour être canadien et entre le Nord et le Sud pour avoir un succès économique. Donc ils sont complètement paumés là-dedans. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors attendez, d'abord les nains sur les épaules des géants, oui, pourquoi pas. C'est une vraie question justement de comment on s'installe sur l'héritage historique ou philosophique d'une culture pour pouvoir aller plus loin. Quant au Canada, je n'ai pas très bien compris votre question, monsieur. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport au Canada ? Ah oui. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que le Canada est un schéma qui est un schéma intéressant justement dans cette façon de se penser à la fois comme soi et comme un autre? Je ne sais pas, vous connaissez le Canada, Sanjay Subrahmanyam? Oui, je pense souvent au Canada comme terre d'asile. Comme donc, par exemple, en novembre 2016, j'étais parmi les gens habitant les États-Unis qui ont beaucoup pensé au Canada. Mais oui, je crois qu'il y a là, et c'est une autre question, c'est une grande question, c'est-à-dire, je pense qu'il y a plusieurs façons d'être occidental, et moi je dirais il y a même plusieurs façons d'être américain. Et donc, la façon états-unienne, c'est une façon. Les Canadiennes ont quand même une vision qui est très différente par rapport aux États-Unis pour un certain nombre de sujets. Et je trouve ça assez intéressant, même s'ils sont en position de faiblesse. C'est souvent d'une position de faiblesse qu'on se sent obligé de dire des choses plus intelligentes. Monsieur. Oui, je voudrais savoir quelle est votre perception de l'influence du langage, soit par signe, soit par alphabet phonétique, sur le développement et la transmission d'intelligence au cours du temps, et quelles leçons on doit en tirer dans le monde actuel de globalisation avec nos nouveaux systèmes d'échange de données. Anh Cheng. Moi, je dois dire, je ne connais pas je sais pas grand-chose sur la langue des signes. Non, par signe, j'imagine, vous voulez dire par idéogramme, c'est ça? Voilà, par idéogramme. La différence étant que, effectivement, l'idéogramme nécessite un apprentissage long pour être capable de véhiculer des informations précises, alors que l'alphabet, un enfant en 3 mois est capable de décrypter à peu près tout, quel que soit le niveau de complexité, grâce à l'alphabet phonétique. Est-ce qu'il y aurait une différence d'appréhension du monde selon que l'on pratique les idéogrammes ou l'alphabet phonétique? Oui, enfin, alors là encore une fois, c'est une vaste question et ça nous renvoie une fois de plus justement à ces fameuses approches orientalistes. L'écriture chinoise a suscité évidemment les fantasmes les plus fous. En réalité, si vous regardez un petit peu comment se passe l'éducation d'un enfant chinois qui apprend à écrire ce qu'on appelle à tort les idéogrammes, il ne met pas plus de temps en fait, à maîtriser cette écriture qu'un enfant européen avec ses écritures alphabétiques. Hein. Donc là, je ne vois pas trop où est la différence. Donc bien sûr, le chinois fait encore un petit peu exception dans la mesure où c'est une des rares langues qui ne soit pas, disons, enfin l'écriture qui ne soit pas liée directement
au son, à la phonétique. Mais je veux dire, les Chinois actuellement utilisent leur smartphone, etc. Enfin, exactement comme tout le monde. Hein. Donc, je ne vois pas où est le problème. Oui, une question. Oui. Merci pour ces exposés. Je voulais poser une question à Madame Cheng, s'il vous plaît. Pierre Julien évoque le concept d'écart pour expliquer qu'il n'y a pas d'identité culturelle. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, personnellement. C'est François Julien, je pense. Oui. Comment peut-on se tromper de prénom, hein, François Julien, oui. Écoutez, disons que là aussi, je ne peux pas répondre en une minute. Je suis, comment dire... je ne sais pas pourquoi on m'interroge constamment sur François Julien, alors que ce que je fais est vraiment très, très différent. Donc là, je suis dans l'écart par rapport à François Julien. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Une question de monsieur, ça sera sûrement la dernière pour que nous puissions laisser la salle et permettre à nos amis des chemins de la philosophie de venir. Oui, merci beaucoup. Dans une chanson que Georges Brassens n'avait pas eu le temps d'écrire, d'interpréter, mais dont il avait laissé des traces écrites, il se posait la question dans une chanson qui s'appelait « Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons », une façon récurrente dans son refrain de dire « Entre nous, soit dit bonnes gens, pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être ». Est-ce que finalement, on ne doit pas s'interroger sur cette évolution de l'intelligence qui va exclure ceux qui sont obligés de se soumettre à l'utilisation de ces technologies intelligentes sans comprendre leur fonctionnement, et qui va aboutir peut-être à une néocolonisation, non pas des espaces géographiques, mais des espaces de cerveau, et même des espaces géographiques, puisqu'on repousse maintenant, je pense à la Silicon Valley, les gens qui n'ont pas d'attache à ces nouvelles technologies, avec une sorte de sectarisme et d'enfermement de ces néotechnologistes. Vous qui êtes à UCLA, est-ce que vous sentez justement cet impérialisme des nouveaux médias et des nouvelles technologies justement sur la conception de l'intelligence par rapport à une intelligence plus traditionnelle ou classique? Oui, tout le temps. D'ailleurs, j'étais parmi les gens que depuis très longtemps, j'avais mes soupçons. Par exemple, j'ai toujours refusé Facebook. Et alors, on voit le résultat. Hein, de se mettre sur ce genre de choses, mais on est constamment poussé, par exemple en Californie. Par exemple, l'autre jour, je suis allé dans un parking et on m'a dit, si vous n'avez pas telle et telle appli sur votre téléphone portable, vous ne pouvez pas rentrer dans le parking. Alors, et donc, du coup, vous avez raison qu'on peut utiliser ces genres de choses justement pour classer, pour déclasser, pour inclure, pour exclure, et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup de réticence sur cette idée de ces technologies qui ouvrent la porte de la liberté à tout le monde. Je ne crois pas que c'est dans la nature même de la technologie que ça fasse ça. Les technologies ont toujours des prix, et donc il y a des gens qui sont capables d'acheter plus ou moins, ou parfois pas du tout. Merci à nos trois invités.